1941 est adoptée la première loi sociale relative au travail. C'est l'interdiction faite aux patrons d'employer des enfants de moins de 8 ans. Cette limitation à la liberté d'entreprise passe mal. De nombreux députés bourgeois estiment, je cite, qu'interdire le travail des enfants reviendrait à sacrifier l'industrie. Quand on nous dit que nous menons un combat passéiste aux syndicats parce que la société a changé, bon, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Pour faire appliquer cette loi, le gouvernement fait donc appel à des notables bénévoles, c'est-à-dire des patrons choisis par des patrons. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est tellement inefficace que lorsqu'est interdit le travail des enfants de moins de 12 ans, en 1874, une mission d'inspection du travail est créée pour faire appliquer la loi et placée sous la responsabilité cette fois des conseils généraux, c'est-à-dire des notables du département. Cela ne s'avère évidemment pas plus efficace. Tant et si bien qu'en 1892, il y a presque 130 ans, quand le gouvernement se trouve obligé de prendre de nouvelles mesures sociales du fait d'un mouvement ouvrier en pleine ascension, des mesures sociales qui ont été de véritables conquêtes sur lesquelles nous sommes revenus récemment, notamment au titre de l'égalité femmes-hommes, comme quoi ils n'ont peur de rien, c'était notamment l'interdiction du travail de nuit des femmes, mais aussi la limitation de la durée de travail chez les enfants. Il se décide alors à créer un corps de fonctionnaires d'État particulier, et parmi les plus anciens qui existent, l'inspection du travail. Ses membres sont enfin dotés de quelques prérogatives plus ou moins contraignantes vis-à-vis du patronat, au nombre desquelles au moins le droit d'entrée à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements ouvriers des salariés, violation de la propriété privée qui est toujours restée en travers de la gorge du patronat, et qui sont indépendants de ce même patronat. Ces fonctionnaires sont même par mesure d'exception, il n'y a que l'éducation nationale qui bénéficie de cette mesure aussi, ils sont détachés de l'autorité préfectorale. Lorsqu'en 1910 est créé le Code du travail, l'inspection du travail devient le corps de contrôle de son application. Ainsi reconnaît-on que le droit du travail est le plus sensible de tous. Le Code du travail est en effet une photographie à un instant T du rapport de force entre les exploiteurs et les exploités. Le droit du travail est le fruit, constamment remis en cause, de la résistance à l'oppression que constitue le salariat. Lorsque l'on cherche à faire appliquer ce droit, on s'attaque donc à la classe sociale qui dirige tout. Les entreprises, évidemment, mais aussi la société tout entière, soit directement, soit par son influence dominante. La nécessité d'une grande indépendance pour imposer le respect des lois au patronat devient si évidente qu'une convention internationale est adoptée en 1947, ratifiée par près de 175 pays aujourd'hui, pour garantir que dans chaque pays signataire, dont la France, est mise en place une inspection du travail, je cite, indépendante de tout changement de gouvernement, donc douée d'une indépendance vis-à-vis de l'autorité politique. L'indépendance de l'inspection du travail a depuis été reconnue comme un principe fondamental du droit par le Conseil d'État. Bien sûr, ce corps de fonctionnaires particulièrement irritant, malgré son manque incroyable de moyens, de pouvoir et même de considération de la part de sa propre hiérarchie, a fait l'objet de nombreuses attaques au cours de son histoire. Mais celles qui se sont succédées ces 10 dernières années sont les plus graves, si l'on fait exception de la période 40-44. Suivez mon regard. Nombre de difficultés vous sont bien connues, un sous-effectif chronique, on en est aujourd'hui, si je ne me trompe, à 15 inspecteurs du travail pour 150 000 salariés en Sarthe, avec 4 collègues agents de secrétariat pour les aider dans leurs tâches quotidiennes. Sous Hollande, en effet, nous sommes passés de 24 postes d'inspecteurs ici à 15. On a rajouté par contre des cheffaillons, c'est-à-dire des directeurs adjoints aux adjoints de directeurs. Une absence de suite à leurs procédures, puisque seuls 25% des procédures pénales dressées par l'inspection du travail sont suivies par les procureurs et, dans la plupart des cas, donnent lieu malgré tout à des peines ridicules de la part du patronat. On se souvient ici qu'il y a encore peu de temps, il y a 2 ans à peine, dans une affaire d'accident du travail mortel, c'est un collègue de la victime, donc une co-victime, qui a été condamné à de la prison. Pas les 2 employeurs qui étaient visés par la procédure de l'inspection du travail, bien évidemment. Une absence de moyens matériels, et puis une absence évidemment totale de reconnaissance. Il y a peu de corps de fonctionnaires qui sont aussi mal aimés de leur propre hiérarchie. En même temps, l'inspection du travail, quand on a des patrons comme employeurs, on n'a pas à s'en étonner, mais enfin, faut-il le préciser quand même. Il y a eu plusieurs cas d'agression récentes, et à aucun moment il n'y a eu la moindre motion de soutien de la part du ministère, ce qu'on n'imagine même pas quand il s'agit de l'autre police. Mais quand c'est la police du travail, par contre, on n'en parle pas. Le ministère du Travail ne s'arrête pas là, et a décidé de passer à la vitesse supérieure en s'en prenant directement à un agent qui a eu l'outrecuidance d'accomplir ce devoir en pleine pandémie. Que lui est-il reproché? Il lui est reproché, je cite, d'envoyer des mails à ses collègues sans en avertir sa hiérarchie. Il lui est reproché d'avoir demandé de manière trop systématique des comptes aux employeurs qui poursuivaient leur activité en plein confinement sur les mesures sanitaires qu'ils avaient mises en place. Et enfin, surtout, il lui est reproché d'avoir, sans demander l'autorisation de sa hiérarchie, saisi la justice afin d'obtenir d'un employeur d'une entreprise d'aide à domicile qu'il mette en place les mesures sanitaires édictées par le gouvernement.
Évidemment, suite à ça, parce qu'à chaque fois on nous pose la question, mais sur quoi il s'appuie pour la procédure, enfin voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc évidemment, c'est doublement illégal. Déjà, c'est illégal de suspendre un inspecteur du travail parce qu'il fait son métier. Et en plus, c'est illégal parce que cette procédure elle-même n'a évidemment aucun argumentaire derrière. Voilà. Il s'agit à un moment donné de mettre un coup d'arrêt en suspendant un collègue, quels que soient les trucs qu'on va inventer derrière. Évidemment, toutes les organisations syndicales que j'ai citées tout à l'heure ont saisi l'Organisation internationale du travail et le Bureau international du travail d'une plainte pour violation de la Convention internationale dont je parlais tout à l'heure. Et une pétition en ligne a déjà recueilli près de 146 000 signatures, ce qui est plutôt bien pour un dossier d'un camarade individuellement qui se fait attaquer. Voilà. C'est pas négligeable et le ministère le sait. La succession des faits nous est bien connue, puisque leurs auteurs s'en sont vantés jusque dans la presse. À la demande de salariés d'une association d'aide à domicile, pas de gants, pas de masques, pas de gel, pas d'aménagement des horaires, pas de respect des distances, etc., et qui avaient exercé un droit d'alerte, prévu par le Code du travail, des droits de retrait de manière individuelle, et qui donc avaient saisi l'inspection du travail, Anthony Smith a exigé de l'employeur qu'il démontre qu'il met tout en œuvre pour doter ses salariés de moyens de protection satisfaisants. Le directeur général de l'association alerte le président du conseil départemental de la Marne et menace de fermer la structure. Le président du conseil départemental écrit au ministère pour se plaindre de l'action de l'inspecteur du travail. La presse documentera l'intervention assumée du président du conseil départemental pour faire obstacle au contrôle de l'inspecteur. Merci. Sans en informer le collègue, sa directrice départementale invite le directeur de l'association, donc l'employeur, à mettre les courriers d'Anthony de côté et à ne plus répondre à ses sollicitations. Anthony Smith écrit le 13 avril au directeur général du travail, qui est un peu l'adjoint du ministre, mais garant de l'indépendance des services, pour l'informer des pressions qu'il subit. Il n'obtient évidemment aucune réponse. Mais il a de toute façon, le collègue, décidé d'exercer la mission pour laquelle il a passé son concours et introduit une requête contre l'employeur devant le juge, conformément à ses prérogatives d'inspecteur du travail. Le soir même, il reçoit un SMS l'informant de sa suspension avec effet immédiat. Notons qu'il l'apprend après l'employeur qui a eu l'info en direct par la directrice départementale, chef de notre collègue. Je vous avais dit que je serais bref, j'en arrive donc à la conclusion. Pour conclure, nous, syndicats CGT, Travail, Emploi, Formation Professionnelle, nous avons deux choses à dire. L'une à notre ministre et l'autre à tous les travailleurs. À notre nouvelle ministre, Madame Borne, nous disons que nous ne lâcherons pas notre camarade et que nous continuerons notre mobilisation jusqu'à ce que la procédure disciplinaire soit abandonnée. À tous les salariés, nous ne pouvons que rappeler qu'ils ne pourront jamais compter sur le ministère du Travail en tant que tel pour veiller à la défense des conquêtes sociales. Ce ministère qui s'en prend à ses agents lorsqu'ils font leur travail. Pour cela, les salariés ne pourront compter que sur elles-mêmes et sur eux-mêmes, non seulement pour conquérir un droit du travail enfin protecteur, mais aussi s'ils veulent un service à même de les faire respecter. Donc la lutte continue.